Bonsoir, nous sommes donc dans la médiathèque des Carmes à Pertuis, qui accueille ce soir Antoine Volodine. Et après la lecture que nous venons d'entendre, j'aurais peut-être une première, sinon question, du moins remarque. Il y a un personnage de l'œuvre qui dit « Tout ce que je raconte est vrai à 100%. » Alors bien sûr, c'est un personnage, ce n'est pas l'auteur, mais j'ai un peu envie de penser que c'est l'auteur qui le dit et qui nous demande de croire à 100% ce qu'il nous dit. Or, ce que nous avons entendu, c'est un éléphant qui parle, soit. Depuis Babar, on a un peu l'habitude. Mais surtout, nous avons affaire à un univers qui est ravagé, où les humains ont virtuellement disparu. Enfin, il semble qu'il en reste une et dans un triste état, dans un état de solitude et de déréliction extrême, d'où la prière qu'elle adresse à l'éléphant. Et dans les autres œuvres, il y a, là aussi, non pas des éléphants, mais des morts qui parlent, des morts qui meurent plusieurs fois et qui se réincarnent indéfiniment, des niveaux de réalité parallèles très différents. Et dans l'ensemble, c'est tout de même un univers qu'on appelle communément post-apocalyptique, c'est-à-dire après des catastrophes diverses. Et tout de même, c'est un univers qui, quelque part, nous est malgré tout familier, parce que nous avons un peu le même univers de référence, bon, bien sûr un peu moins sinistre que dans ce que nous venons d'entendre, c'est-à-dire que cet univers de référence, c'est tout de même l'histoire du XXe siècle que nous avons quitté depuis une vingtaine d'années, avec ses exterminations, ses guerres, ses irradiations, etc. Et donc, c'est un univers qui n'est peut-être pas d'une franche gaieté, mais qui caractérise cet univers qu'on appelle post-exotique. Et je voudrais ici, avant de donner la parole à l'auteur en chair et en os, citer une interview qu'il a donnée il y a quelques mois je crois que ça devait être dans Libération, et où il dit ceci: « Le post-exotisme va vers sa fin. Et si on résume, c'est une performance, au sens artistique du terme, menée sur la durée de toute une vie. Uniquement des romans, aucune théorie, aucune prétention autre que d'exister. J'aimerais conclure cette construction avec un 49e titre. Mais pour que cet objectif soit atteint, il faut tenir. » Je m'arrête là pour l'instant, je laisse moi aussi en suspens le titre de ce 49e ouvrage que l'on connaît déjà, et je voudrais poser la question à l'auteur. Moi, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Si j'ai envie de découvrir Antoine Volodine, par où est-ce que je devrais commencer? Alors, par où est-ce qu'on devrait commencer? Merci pour cette introduction très riche. On devrait commencer, disons, au hasard. On a parlé d'une performance qui se déroule sur le temps d'une vie d'écrivain, et c'est vrai, j'ai essayé de construire au fil des années, au fil des décennies, quelque chose de cohérent qui ne part pas dans tous les sens, qui s'appelle le post-exotisme et qui est une continuité, un continuum d'histoire sans théorie. Lorsqu'il y a une théorie, elle est fausse. Lorsqu'il y a une réflexion théorique sur le roman, comme par exemple dans le livre qui s'appelle « Le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11 », c'est un livre qui appartient malgré tout à la fiction, bien sûr, et au romanesque. Alors, cette grande, vaste construction, elle va vers sa fin, effectivement, mais on en reparlera, puisqu'il y a beaucoup de questions dans cette introduction. Je pense qu'on peut entrer au hasard dans cette vaste construction, et ensuite aller en arrière, en avant. Il n'y a pas de personnage récurrent
sauf dans une série particulière d'un des auteurs post-exotiques qui s'appelle Manuela Dreger. Mais si on laisse cela de côté, il n'y a pas de personnage récurrent et chaque livre pose un décor différent des autres livres, de celui des autres livres. Et d'autre part, on pourrait dire que chaque livre a un système de narration différent des autres. Donc, en fait, on peut, même s'il y a beaucoup de points communs dans cet univers que Anne Roche a défini comme post-apocalyptique, ce que je n'aime pas beaucoup parce qu'on pense à l'apocalypse biblique d'une part et que cette construction romanesque n'a rien à voir avec l'apocalypse biblique, et d'autre part la littérature post-apocalyptique qui est à la mode depuis quelques décennies, mais qui est vraiment à la mode aujourd'hui. C'est une littérature qui ne correspond pas exactement ou pas du tout à ce que je fais, à ce que nous faisons, puisque nous sommes plusieurs auteurs post-exotiques, on va en parler tout à l'heure aussi. Donc, je pense que on peut entrer dans Terminus Radieux, et puis ou dans Nos animaux préférés, ou dans Les filles de Monroe, qui est le dernier paru. Si on parle, là, je n'ai nommé que des livres signés Volodine. Or, l'édifice dont j'ai parlé comporte plusieurs signatures d'auteurs. Il y a Antoine Volodine, et je suis en même temps porte-parole d'autres écrivains post-exotiques qui ont tous leur style, leur manière d'être, leur univers, et qui sont Elie Kronauer, Manuela Dreger et Lutz Bassmann, qui non seulement ont leur univers, mais ont leurs éditeurs, chacun ayant son éditeur particulier. Lutz Bassmann, c'est les éditions Verdier. Manuela Dreger, c'est les éditions de l'Olivier et les éditions de l'École des loisirs pour ses premiers petits textes romanesques où il y a un personnage récurrent, des personnages récurrents, mais le personnage principal, c'est l'indéfinissable Bobby Potemkin. Et donc, je pense qu'on peut entrer dans cet univers post-exotique absolument en prenant n'importe quelle entrée. Et si ça plaît, on peut continuer. J'ai eu une lectrice une fois qui m'a dit c'est facile d'entrer dans tes livres, mais c'est vraiment difficile d'en sortir. Donc, je pense qu'on peut considérer que cette masse romanesque est visitable de toute manière, et que, une fois entrés, j'espère que lecteurs et lectrices trouveront eux-mêmes et elles-mêmes leur chemin pour arriver à la fin, qui est Oui, effectivement, nous allons vers la fin, parce que cet édifice n'est pas un édifice qui se construit complètement au hasard. Depuis une grosse vingtaine d'années, je vois ce qui se construit, et il y a de moins en moins d'improvisation dans cette construction, et par conséquent, le nombre des ouvrages post-exotiques, quel que soit l'auteur post-exotique qui les signe, est limité.
il sera limité à 49. 49, 7 x 7, c'est une allusion au bardo Teudol, on en parlera peut-être. Et le 49e, sur lequel je suis en train de travailler parce que nous approchons de la fin, effectivement, s'appellera Retour au goudron et sera signé d'une signature collective, non plus Manuela Dreger, Volodine, Bassman, Kronauer, non. Ça sera comme signature, la signature d'un collectif, le collectif des auteurs post-exotiques, publiés et non publiés, qui avoisine la 80, 100 personnes, hommes et femmes, de façon assez égale. Et donc, Infernus Johannes sera la signature collective qui va apparaître pour le dernier ouvrage dont on va peu parler parce que ça obligerait à parler de choses qui n'existent pas encore, même si c'est en construction, même si le chantier est avancé. Ce sera le 49e titre, mais cette signature collective, Infernus Johannes, qui est extrêmement importante pour nous et qui a commencé à exister dès la première phrase, dès la première avant-phrase du premier livre, qui était Biographie comparée de Jorian Murgrave. Juste avant, il y a une citation de Infernus Johannes. Donc on terminera par Infernus Johannes. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à l'automne prochain sera publié un ouvrage signé Infernus Johannes, et je peux donner le titre, qui s'appellera « Débrouille-toi avec ton violeur ». Ouf. Je voudrais revenir un petit peu en arrière. Vous n'aimez pas le terme post-apocalyptique. Je l'ai employé de façon banale, sans désigner en désignant plus précisément ce qui est raconté après un cataclysme quel qu'il soit, atomique ou autre, dans lequel la civilisation telle que nous la connaissons aurait sombré. Donc c'était une banalité et évidemment sans aucun rapport avec le post-exotisme. Je voudrais revenir, puisque vous venez d'évoquer la signature de Infernus Johannes et le fait que ce nom, ce premier hétéronyme, si l'on peut dire, apparaissait déjà dans la biographie comparée de Jorian Murgrave. Ce qui signale, à mon sens, déjà le caractère extrêmement concerté de l'œuvre, c'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. De même que dans le post-exotisme en dit leçon 11, il y avait une bibliographie de 343 titres, dont certains d'ailleurs ont été réalisés depuis. Mais avant de poser une nouvelle question, je voudrais revenir un peu sur la question des hétéronymes. Dans le texte qui s'appelle « Écrivain », il y a une nouvelle ou un chapitre qui s'intitule « La stratégie du silence dans l'œuvre de Robert Malipiero ». Malipiero, qui est évidemment un auteur imaginaire. Lui, ce n'est pas un hétéronyme, il n'a pas été enrôlé parmi les hétéronymes. Et cet auteur imaginaire a un tic d'auteur qui est extrêmement reconnaissable, c'est-à-dire que tous les personnages ont à peu près le même nom. Ils s'appellent Wolf, Wolf, Wolouf, etc. Et du coup, c'est une grande facilité pour les journalistes et les critiques qui, quand il s'agit de parler de l'œuvre, s'engouffrent tous dans cette facilité et ne parlent que de ce tic d'auteur. Or, il me semble que chez certains journalistes, il me semble que certains se sont emparés de cette notion d'hétéronymie, ce qui n'est pas un tic, bien sûr, mais qui a été très fortement développé. Alors, je crois qu'il faudrait en dire deux mots. Bon, vous avez évoqué tout à l'heure 4 noms d'hétéronymes, Antoine Volodine, Lutz Bassmann, Manuela Dreger, Elie Kronauer. Et vous avez signalé le fait qu'ils n'ont pas la même voix.
Et on reviendra peut-être sur cette idée de voix. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus, c'est-à-dire que vous nous disiez un peu plus en détail peut-être ce qui les différencie. Parce que par exemple, Oli Kronauer, c'est l'auteur des Bylines, peut-être on pourrait en dire un mot, mais c'est aussi un personnage qui apparaît dans Terminus Radieux. Lutz Bassmann, qui est un auteur édité chez Verdier, donc qui est entre guillemets réel dans la mesure où il existe dans le paysage auditorial. Il est aussi l'auteur, peut-être imaginaire, d'un titre qui s'intitule « Partagerai soviet avec momie et plus si entente », qui figure dans la bibliographie du post-exotisme en 10 leçons, leçon 11. Et parfois même, il y a au moins un cas où Volodine apparaît comme personnage. C'est dans Frères sorcières. Et il est question, c'est un auteur qui parle de quatrains de poètes post-exotiques que autrefois Volodine, par pure jalousie mesquine, avait passé sous silence. Je pense que c'est un cas peut-être unique, enfin m'a-t-il semblé, où Volodine apparaîtrait comme personnage et en plus mesquin. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qui, plus en détail, différencie chaque personnage et le fait aussi que Manuela Dreger, c'est un nom féminin, c'est une femme. Donc, en quoi est-ce que ces 4 auteurs, personnages, sont différenciés? Oui, on pourrait faire un séminaire là-dessus. Hein. Alors, on ne va pas le faire. Disons plus simplement. Manuela Dreger est un auteur féminin et féministe, et ses ouvrages sont tous marqués par la féminité et un féminisme radical également, et aussi par une relation tendre avec ses personnages, plus que chez d'autres auteurs. Une relation tendre entre personnages également, très fraternelle, très fraternellement amoureuse, comme on le voit dans les petits romans publiés à l'école des loisirs, et comme on le voit également dans 11 rêves de Suie, qui a été publié, donc non plus en littérature jeunesse, appelons ça comme ça pour aller vite, mais en littérature véritable, aux éditions de l'Olivier, et une grande attirance pour le merveilleux, qui fait que, en fait, ce qu'on a lu tout à l'heure, nos animaux préférés, en fait, signé Volodine, auraient dû être signés Manuela Dreger, mais à ce moment-là, il était impossible de faire apparaître cet hétéronyme aussi publiquement, et c'était impossible. Donc, pour des raisons tactiques, et puis qui sont assumées maintenant, c'est signé Antoine Volodine, mais nos animaux préférés, ça aurait vraiment pu être signé Manuela Dreger. C'est tout à fait à part comme type de récit, comme type de relation entre personnages, si on renvoie à l'ensemble des livres signés Volodine. Voilà. Et une attirance également pour... donc je parle de Manuela Dreger, une grande attirance pour la fraternité soviétique, pour l'idéal soviétique qui transparaît dans 11 rêves de Suie, mais qui également est présent dans les petits livres de l'école des loisirs, où les personnages sont au bord d'un estuaire chargé de glace, dans la solitude, dans l'extinction de l'entourage humain, mais avec sur le port des drapeaux rouges, par exemple, et des signaux qui montrent que l'univers rêvé
par Manuel Adreguer est très nostalgique de l'Union soviétique, pas de Poutine. Hein. Et un autre auteur marqué par le contact avec la Russie et avec la poésie épique russe telle qu'elle a été chantée par les bardes jusqu'au XIXe siècle et un tout petit peu au XXe siècle, Elie Kronauer a adapté à la manière post-exotique, en rajoutant des images plus contemporaines, plus post-exotiques, a adapté les bilines traditionnelles, donc ces chants épiques chantés par les bardes, en traduisant à partir du russe, et en respectant le déroulé de l'histoire, mais en y rajoutant des images, une coloration qui n'existait peut-être pas dans les bilines originales, mais qui permettait de rendre, par la beauté des images, quelque chose qui était impossible de rendre, qui était la beauté de la langue russe des bilines, qui est très imagée, mais qui contient des formules qui ne peuvent pas passer en français. Voilà, donc la traduction de Elie Kronauer transmet cette beauté de la langue grâce à des images particulières qu'il crée lui-même, Elie Kronauer. Et puis d'autre part, Lutz Bassmann est un auteur dont le style est plus rude et qui, en même temps, tente littérairement des choses assez compliquées au niveau romanesque. Par exemple, Lutz Bassmann a écrit, pour décrire le goulag, pour décrire les prisons des années 30 et le chemin vers le chemin en convoi jusqu'en Sibérie et jusqu'au goulag, a écrit les haïkus de prison. Et il a écrit ce livre sur le goulag uniquement en reprenant la technique des haïkus transformée, puisqu'il ne s'agit pas de respecter exactement les exigences du haïku japonais, qui ne peuvent pas être transcrites en français, mais là on a des petites images en 3 lignes, avec une chute dans le dernier vers qui reproduit un peu la musique des haïkus et l'esprit des haïkus. Voilà donc une tentation d'avant-gardisme dans le romanesque. C'est chez Lutz Bassmann qu'on pourra le trouver. Il y a des variations sur les thèmes post-exotiques et sur les formes post-exotiques qui sont subversives par rapport à la grammaire post-exotique. Il y a des naras. Alors les naras sont des instantanés romanesques de quelques pages qui racontent une histoire, mais en prenant qu'une partie spectaculaire,
qui est transmise comme une image de film au lecteur et à la lectrice. Eh bien, Knut Wassmann non seulement reprend cette technique dans certains livres, mais il subvertit cette technique en dévoyant le narrat dans Black Village pour faire des interrupta. C'est-à-dire là, on a l'image qui commence à se développer, l'histoire qui commence à entrer dans l'esprit, une séquence qui est très forte et qui attrape le lecteur ou la lectrice, mais il l'interrompt très brusquement et c'est au lecteur et à la lectrice de continuer mentalement l'histoire. Voilà, donc il y a une sorte de répartition d'univers, de style et de voix, tout simplement, et d'intérêts qui ne sont pas les mêmes. On va revenir sur mais oui. Rien n'est contradictoire entre nous. Voilà. On va revenir sur ces genres littéraires spécifiques que vous et vos complices ont créés, mais je voudrais tout de même faire apparaître quelque chose à quoi moi je tiens beaucoup. J'ai toujours défendu l'idée que Volodine et ses 3 compagnons, mais Volodine surtout, était un auteur drôle. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que tout à l'heure, pendant la lecture de Pierre-François Garel, il y a eu des petits sourires ou des petits rires dans la salle. Et au cœur même de situations extrêmement noires, il y a des moments où on est tenté d'éclater de rire. Il me revient à l'esprit un des haïkus de prison, donc ça se situe au Goulag, et je vous le cite de chic, mais peut-être pas exactement. Personne ne s'est inscrit dans la chorale, l'animateur est anthropophage. Bon, voilà, il y en aurait certainement d'autres, il faut chercher. Mais, ou encore, si vous voulez, pour abréger les souffrances d'un mourant, on lui lit le livre des morts, également en version abrégée. Pourquoi pas? Enfin, voilà, c'est deux choses que je cite de tête, mais cherchez et vous en trouverez bien d'autres. Alors, je reviens à cette histoire des genres littéraires spécifiques. Volodine a cité les narras et les interrupta. Alors là, les interrupta, c'est donc dans Black Village, c'est donc une suspension systématique des récits et il y a tout de même des éléments qui forment suture, mais le lecteur est obligé de les suppléer. Donc il n'y a pas suffisamment de suture pour que ça puisse créer une histoire dans son ensemble. Et donc c'est un texte qui est extrêmement généreux au sens de dispendieux, c'est-à-dire qu'il claque la matière de 50 histoires et il nous laisse les construire. Mais il y a un autre genre dont on n'a pas parlé et qui pourtant apparaît notamment dans des animaux préférés. Nos animaux préférés, c'est les entrevoûtes. Est-ce qu'on pourrait dire quelques mots? Qu'est-ce que c'est que les entrevoûtes, qui est un terme que vous avez forgé? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça renvoie à quoi? C'est une forme un peu magique de construction d'un livre, d'un roman qui reste dans l'espace romanesque, avec des textes qui, dans le même ouvrage, se répondent, sont placés dans le livre en miroir et se répondent. Cette construction en miroir, on la trouve pas pour la première fois, mais enfin, on la trouve particulièrement dans un livre qui est des Anges mineurs, où le premier narra a comme réponse le dernier narra, le deuxième a comme réponse l'avant-dernier narra, etc., jusqu'au 25e narra, qui est la description de la naissance sorcière magique du personnage du narrateur principal. Et cette construction en pyramide ou en miroir est un des trucs que nous utilisons, je dis nous, parce qu'on pourrait le trouver chez d'autres voix que celle simplement de Volodine. Et les entrevoûtes
sont des textes qui se répondent à l'intérieur d'un ouvrage, mais qui sont plus longs que des narras. Les narras sont des textes en général assez courts, brefs, efficaces du point de vue narratif. Et là, on a, par exemple, dans nos animaux préférés, on a bien plusieurs de ces entrevoûtes qui sont mises en scène, dont celle qui met en scène l'éléphant Wong. Et on va avoir donc ce soir la lecture de deux entrevoûtes liées à Wong. Et cette réponse d'un texte à l'autre n'est pas symétrique. Il y a des éléments dans le premier texte que l'on retrouve dans le deuxième texte, mais ça n'est pas systématique. Et par exemple, quand Luz Bassmann utilise cette technique d'entrevoûte, il y a vraiment parfois très peu de points communs entre les deux entrevoûtes. Cela dit, elles ne sont pas, les points communs ne sont peut-être pas très visibles, mais ils existent. L'intention, le décor, le temps sont des éléments qu'on retrouve dans les deux textes qui se répondent. Donc, les entrevoûtes fonctionnent entre elles, évidemment, mais l'ouvrage, comme par exemple Nos animaux préférés, est un recueil d'entrevoûtes, de même que Des anges mineurs est un recueil de narrats. Il y a également parmi ces techniques spécifiques ce que vous avez appelé le phaseyage narratif. Et là, je cite Songe de Mevlido. L'histoire se replie bizarrement, se ramasse, prête à rebondir encore une fois, et soudain, elle tremble sur elle-même. Alors, l'histoire se replie, elle se ramasse, prête à rebondir, elle tremble, et ce passage-là se conclut par trois séries d'images qui sont incompatibles entre elles. Alors, je reviens là-dessus parce que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a aucune contradiction entre nous parlant des quatre hétéronymes, mais la contradiction travaille le texte au sens où il y a tout le temps un jeu sur des logiques qui sont incompatibles, des images qui sont incompatibles entre elles. C'est une façon non pas de perdre le lecteur, mais de lui proposer de multiples bifurcations. Oui, d'abord, je pense que nous tenons à ce que le lecteur et la lectrice soient libres en face de ces textes, reçoivent les images, les histoires, beaucoup d'images, beaucoup de séquences romanesques, poétiques, et les interprètent à leur manière et en tirent un suc personnel. Ça, c'est une première chose. D'autre part, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait aucune théorie, et c'est vrai que même si apparemment l'ensemble de ces formes post-exotiques qui n'ont pas été toutes nommées ici, parce que certaines sont vraiment liées à l'oralité, les bilines, puisqu'elles sont chantées par des bardes, le cant-opéra, les haïkus sont des poèmes à l'origine. Oh, on en parlera tout à l'heure de ça. Du coup, je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. En fait, oui. c'est fait pour, oui. Puisque justement, c'est du phaseyage. Oui. Vous venez d'assister en direct à une proposition de phaseyage narratif. L'auteur lui-même ne sait plus ce qu'il voulait dire, c'est merveilleux.
Non, mais en général, je sais ce que je dis et ce que j'écris, mais ce que je voulais dire, c'est que... La liberté du lecteur. Il y a la liberté du lecteur, mais il y a également la liberté de l'auteur, la liberté des auteurs, cette liberté de ne pas respecter les règles, des règles qui ont été édictées par la communauté post-exotique, certes, par une expérience collective post-exotique, mais qui peuvent également être transgressées. Donc, il y a, et Luz Bassmann avec les Interrupta est un bel exemple de cette transgression de règles qui pourraient paraître théoriquement absolument immuables, alors qu'elles ne sont absolument pas. Dans toute la construction aussi, tout à l'heure vous avez parlé d'une volonté établie dès le départ de cette construction. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu des tâtonnements au cours de cette construction. C'est un peu comme, je sais pas moi, comme la construction du facteur cheval. Enfin, il y a des moments des moments inattendus, et c'est aussi le plaisir d'écrire et le plaisir de se surprendre soi-même, de pouvoir insérer à l'intérieur de quelque chose qui est assez massif, monstrueux, quand on y pense. 49 ouvrages, ça pourrait être assez terrifiant, et en fait la possibilité de faire intervenir de nouvelles voix, de voix VOIX, et de changer l'approche romanesque, de changer les styles de narration, tout ça, de ne pas traiter les personnages de la même manière d'un livre à l'autre. Tout ça et peut-être donne un aspect contradictoire si on regarde de très près, mais globalement, il y a une cohérence qui est maintenue. Bien sûr. Oui, quand je disais contradictoire, ce n'était pas du tout pour introduire ne serait-ce que l'épaisseur d'une feuille de cigarette entre tel ou tel auteur, mais c'était uniquement des énoncés qui étaient contradictoires, c'est-à-dire c'était un travail sur la logique narrative. Mais justement, on vient de parler à plusieurs reprises de voix, et j'aimerais qu'on parle justement de votre travail sur la voix, dans l'écriture, mais aussi, j'ai envie de dire, non pas à côté de l'écriture, il y a tout un travail par rapport à la musique. Et notamment, là, à l'instant, je montrais ce très beau coffret qui comporte à la fois de la musique, de la voix, votre voix et d'autres voix. Vous avez travaillé depuis plusieurs années maintenant avec le compositeur Denis Fragerman, et donc ça a donné ce coffret qui s'appelle Variations Volodine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment s'est passé ce travail et quel en est le résultat? Oui, alors le travail avec Fragerman, c'est quelque chose d'extrêmement plaisant à évoquer. En fait, Fragerman, au début des années 90, a découvert le post-exotisme, peut-être un peu avant, enfin mes livres, et a entrepris, alors qu'il était jeune, donc, de composer des musiques. Il est compositeur, et il a entrepris d'adapter sa musique, de répondre à l'inspiration, son inspiration musicale de compositeur, de faire coïncider mes textes, qui étaient alors signés uniquement Volodine, mes textes et sa musique. Et assez rapidement, on a pris contact l'un avec l'autre, et on s'est très bien entendu. J'ai fait, je crois que c'était en 92 ou en 94, je ne me rappelle pas, un enregistrement de
de poèmes en prose, qui se trouve être le premier disque de cette totalité, de ce coffret. Et à partir de là, régulièrement, Denis Fragerman a créé des musiques, pas exclusivement autour de Volodine, parce qu'il crée d'autres musiques, mais très régulièrement, il a créé des musiques qui étaient inspirées par mes livres, parfois avec des titres qui reprenaient les titres de mes livres. Par exemple, il a adapté, on va dire, Terminus radieux, ou Herbes et Golems, qui est un livre de Manuel Adreguer. Donc, cette collaboration, appelons-la collaboration, elle dure depuis 35 ans presque. Et c'est une complicité entre auteurs et compositeurs. Mais si on laisse de côté un travail commun, vraiment, que nous avons réalisé autour de vocifération, qui est repris dans le texte Frères sorcières, qui est paru il y a 2 ou 3 ans. Si on laisse de côté ce travail qui a vraiment été, qui était une commande de France Culture, que nous avons donc honoré, moi pour le texte, lui pour la musique. En dehors de ça, il est totalement indépendant et c'est une collaboration qui il n'y a aucun empiètement de l'un sur l'autre et c'est donc très, très heureux comme travail commun. Et il y a 2 mois, 3 mois, les éditions La Volte ont repris des CD qui existaient déjà, mais qui ont été remasterisés, 6 CD qui s'appellent... Alors j'étais très embêté parce que c'est quand même Fragerman, c'est la musique de Fragerman, et le coffret s'appelle Variations Volodine. Alors j'étais embêté par ça, mais l'éditeur a pensé que c'était mieux. Et bon, je me suis laissé convaincre, mais à l'intérieur de ce coffret, j'ai donné quelques textes poétiques, quelques poèmes en prose, et ça forme un très bel ensemble. Voilà. Alors, ma collaboration avec les musiciens, avec la musique, et d'abord, collaboration est un vilain terme parce que j'ai beaucoup été marqué par la musique, très, très importante, la musique dans mon travail depuis toujours. Et j'ai la chance, j'ai le bonheur d'avoir des contacts avec des compositeurs et qui sont intéressés par mes petits textes et qui veulent en faire quelque chose. Et je suis très heureux que... Je pense que c'est une grande chance que mes textes puissent susciter l'envie d'écrire de la musique, d'écrire des œuvres musicales sans forcément reprendre les textes tels quels à l'intérieur, qui sont présents parfois, mais pas toujours. Mais dans un de ces disques, par exemple, il y a un morceau qui s'appelle « Le montreur de cochons ». Le montreur de cochons, c'est le titre d'un chapitre de Lisbonne Dernière Marge, merci. Et c'est sans texte,
mais c'est quelque chose qui répond formidablement aux images que j'ai mises, placées, essayer de faire naître dans mes livres, dans cette séquence romanesque. Et il y a une complicité très grande qui est magique et que entre Fragerman et moi, nous appelons des entrevoûtes. Nous entrevoûtons. Mais très bien, mais il me semble que si votre texte, si vos textes ont donné l'envie à Fragerman et à d'autres d'ailleurs de composer à partir d'eux, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a dans vos textes mêmes, je ne vais pas dire une musique au sens strict, bon, bien entendu, pour l'anecdote, on peut quand même rappeler que certains personnages ont des noms empruntés à des musiciens comme Schubert ou Schnittke, mais ça, c'est peu importe. Moi, il me semble que vous avez dit que la musique, c'était quelque chose d'important pour vous. Est-ce que vous ne pensez pas que ça retentit d'une façon que je ne pourrais pas définir dans votre écriture? Oui, peut-être, certainement, même en particulier dans le souci de construction. Peut-être que il y a quelque chose de musical dans l'architecture des anges mineurs ou des recueils d'entrevoûtes, ces répons de l'un à l'autre, oui, les structures qui sont des structures assez peu apparentes à la lecture. Enfin, je pense qu'on peut très bien lire un ouvrage qui a été très soigneusement pesé sans se rendre compte, justement, enfin j'espère, du soin qui a été porté. Je pense que ce qui est bien, c'est de rentrer dans l'image, de rentrer dans les images, de rentrer dans l'histoire. Mais il y a des contraintes comme dans la musique, une grammaire particulière, des contraintes chiffrées qui sont très peu perceptibles pour le lecteur, la lectrice, mais qui tiennent le texte d'une manière qui peut faire penser à la grammaire musicale dont on n'est pas conscient lorsqu'on écoute Bach ou Schubert, enfin bon, lorsqu'on écoute un musicien. Et ces contraintes chiffrées, c'est quelque chose sur quoi nous travaillons beaucoup, et il n'est pas indifférent de dire que, par exemple, nous travaillons beaucoup autour du chiffre 7, qui est un chiffre 3 avec un sommet, le 4, etc., ou 35 ou 49. Il y a une explication, bien entendu, autre dans ce choix, mais cette espèce de nombre d'or que nous mettons, que nous poursuivons, que nous mettons en œuvre dans nos livres, a quelque chose à voir avec la composition musicale. N'exagérons pas. Ça, c'est au niveau de la génétique ou de l'engendrement du texte. Mais quand je parlais de voix ou de musique, je pensais aussi au fait que vous avez écrit pour le théâtre, vous avez écrit des pièces radiophoniques. Donc là, forcément, il y a eu un travail avec les voix, avec les comédiennes. Est-ce que c'est quelque chose de marginal pour vous, puisque vous avez parlé essentiellement des romans, ou bien? Ce n'est pas marginal du tout pour moi, mais dans la construction de cet édifice post-exotique, il n'y a que d'une matière romanesque. Mais travailler avec le théâtre, c'est comme travailler avec les musiciens, c'est quelque chose qui est pour moi tout à fait, qui est un bonheur, parce qu'on sort de l'univers
la publication, de l'univers de l'édition, de l'univers de la littérature, qui est un univers où on est très seul, en fait. Alors que dans le travail avec ce qui va donner un spectacle, on travaille avec des gens, des vrais gens. Et je ne suis pas metteur en scène du tout, mais accompagner le travail de mise en scène comme je l'ai fait avec plusieurs metteurs en scène et metteuses en scène, metteurs. On va dire metteur, oui. Et n'en parlons plus. N'en parlons plus. Et voilà, c'est très enthousiasmant et ça apporte du bonheur. On m'a demandé de veiller à laisser du temps pour la seconde lecture, mais je voudrais quand même poser une question, peut-être une dernière question, à moins que vous ayez d'autres idées. Moi, je suis frappée tout de même, et vous l'avez un peu évoqué à partir des textes de Manuel Adreger, par une grande présence de la nature, et d'une nature extrêmement luxuriante, heureuse, quel que soit le contexte par ailleurs. Je vous cite, c'est une recette pour ne pas vieillir. Je vous parle ici, et j'ai habité ici, mais j'appartiens aux nuages fuyants et aux herbes des hauts plateaux, et bien que par principe je sois peu attaché au sang et à la terre, j'aurais aimé pouvoir donner ici ce genre d'image. Il y a la cause animale, il y a le végétal, il y a les oiseaux, les araignées. À vous. Oui, comme ce qu'on entend dans la lecture de Wong et de ces deux textes de nos animaux préférés, la nature est extrêmement présente. Les ruines sont très présentes comme décor dans nos livres, mais la nature est également présente parce que c'est ce qui suit les ruines. C'est ce qui suit l'extinction de l'humanité. La planète, enfin, retrouve son aspect naturel, s'est débarrassée. Elle mettra encore du temps, on le voit dans Terminus Radieux, dans nos animaux préférés, elle mettra du temps à se débarrasser des poisons qui continuent à sourdre parce que les humains en ont répandu partout. Mais ce qui est plaisant d'imaginer, c'est la nature d'après l'extinction de l'humanité. Très souvent, on a parlé tout à l'heure de post-apocalypse. En fait, la catastrophe, les catastrophes sont très peu décrites ou pas du tout dans tous nos livres, ce qui permet de mettre en scène des personnages seuls sous le ciel, seuls sur la terre, nus ou dans la steppe, sans humains. Et l'extinction de l'humanité qui est le moment dans lequel se passent beaucoup de nos livres, c'est un moment où les personnages retrouvent justement leur humanité et retrouvent le contact naturel avec le monde, avec les herbes, avec les arbres, avec l'eau, avec la terre, et ils retrouvent naturellement, ils retrouvent une idéologie qui est plus proche de celle des peuples premiers, des Indiens, enfin voilà. Et ils continuent à exister. Voilà, c'est très optimiste. Ça veut dire que après l'extinction de l'humanité, la Terre sera jolie, donc on peut être très content. Et ce sera les araignées qui vont régner. Ah, ça c'est autre chose, ne parlons pas d'araignées. Merci, et on va rendre la parole à Pierre-François pour la dernière lecture. Merci. Merci.